Alors il y a un truc qui m'énerve dans la manière dont on parle de reconversion, de changement professionnel. On dit de trouver ta passion, ta mission de vie, ta raison d'être. Comme si tu étais une bougie Ikea avec un seul usage possible. Et ensuite on te dit, suffit d'y croire, de visualiser, de manifester. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'on ne te dit pas. Ce que la psychologie nous apprend vraiment sur le changement, sur la transition, sur ce qui fait qu'une reconversion ou un changement professionnel tient dans le temps, et ce qui fait qu'elle s'effondre. Et ça va peut-être changer radicalement ta façon d'aborder les choses. Alors si tu es là, tu penses peut-être à te reconvertir ou à changer de métier, ou à changer de poste, ou tu es en plein dedans, et tu consommes du contenu, des podcasts, des articles, des formations, des coachings. Et tout le monde te dit à peu près la même chose. Trouve ta passion, écoute ton intuition, fais confiance au processus, l'univers va s'aligner. Et toi, tu hoches la tête, tu trouves ça beau, tu te sens inspiré pendant 48 heures. Et puis tu retournes à ta vie, sans avoir avancé d'1 centimètre. Parce que entre trouve ta passion et voilà ce que tu fais concrètement demain matin, il y a un gouffre que personne ne t'aide vraiment à traverser. Alors aujourd'hui, je te propose de traverser ce gouffre ensemble, avec des outils concrets, des concepts psychologiques réels et une honnêteté que tu ne trouveras pas dans la plupart des contenus sur la transition professionnelle. Alors j'ai vécu un paquet de transitions dans ma vie professionnelle. Plusieurs fois en tant que salarié, des changements de poste, de secteur, de responsabilité, et puis le grand saut, quitter le salariat pour créer ma première société, ensuite la deuxième, la troisième, et tous les projets, notamment sociaux, dans lesquels je me suis impliquée. Et voilà ce qui m'a surprise à chaque fois. C'est pas les obstacles, c'est pas la difficulté, c'est pas l'incertitude, c'est ma propre capacité à m'en sortir. À chaque défi, je trouvais une solution. Pas parce que j'étais exceptionnelle, mais parce que j'avais développé un mindset qui était très simple et radical. Problème égale solution. Pas de solution égale pas de problème. Et plus j'osais, petit au départ, puis de plus en plus grand, plus j'apprenais, plus je renforçais ma confiance en moi, plus je renforçais ma foi dans ma vision. Mais voilà ce que je n'avais pas anticipé. Ce n'était pas un chemin linéaire. Il y a eu des moments de doute profond, des périodes où je ne savais plus si j'avais fait le bon choix, des nuits où les questions prenaient plus de place que les certitudes. Et c'est précisément dans ces moments-là, pas dans les moments de clarté, c'est dans les moments de doute que j'ai le plus appris sur moi-même. Chaque transition ne m'a pas transformée, elle a révélé ce qui était déjà là. Et ça, personne ne te le dit avant de commencer. Alors dans cette vidéo, on va évoquer 6 idées, 6 mécanismes psychologiques. La première idée, le mythe de la mission unique. Pourquoi chercher ta voie est probablement la mauvaise question. On va commencer par démolir quelque chose. L'idée que chaque personne a une mission de vie, une seule, unique, prédéfinie, qu'il suffit de trouver. Cette idée est très belle et elle est rassurante, mais elle est psychologiquement inexacte. En psychologie du développement, on parle d'identité narrative, un concept qui a été développé par le psychologue Dan McAdams. L'idée que nous construisons notre identité comme une histoire qui évolue, qui se réécrit, qui intègre des nouveaux chapitres au fil du temps. Tu n'es pas une entité fixe avec une mission prédéfinie. Tu es un être en construction permanente. Et ce qui te passionne à 25 ans ne sera pas forcément ce qui te passionne à 40. Ce qui avait du sens à une étape de ta vie peut ne plus en avoir à une autre. Et c'est non seulement normal, mais c'est sain. Les recherches sur les trajectoires professionnelles montrent que la majorité des personnes épanouies dans leur travail ont eu en moyenne 2 à 4 transitions majeures dans leur carrière. Pas parce qu'elles n'avaient pas trouvé leur voie, mais parce qu'elles continuaient à évoluer. Alors, au lieu de chercher ta mission unique, pose-toi une question différente. Qu'est-ce qui a du sens pour moi maintenant ? Et qu'est-ce que je veux construire dans ce prochain chapitre de ma vie ? C'est une question qui est plus honnête et beaucoup plus utile. La deuxième idée qu'on explore dans cette vidéo, le concept de neuroplasticité. Ton cerveau peut changer, mais pas comme tu le crois. Il y a un mot qu'on entend beaucoup dans le monde du développement personnel et dans les neurosciences, c'est le concept de neuroplasticité. C'est la capacité de ton cerveau à se modifier, à créer des nouvelles connexions et à s'adapter. C'est réel, c'est fascinant, mais c'est souvent mal compris. Parce que on présente la neuroplasticité comme si le cerveau pouvait changer instantanément, qu'il suffit de visualiser, d'affirmer, de croire assez fort. Mais ce n'est pas ce que la science dit. Ce que la science dit, c'est que le cerveau change par répétition, par action répétée, par exposition progressive à des nouvelles expériences. Le neuroscientifique Donald Hebb a formulé ça ainsi. Les neurones qui s'activent ensemble
se connectent ensemble. Ce qui veut dire concrètement, chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu crées une connexion neuronale. Faible au début, presque imperceptible, mais répétée, cette connexion se renforce. Elle devient plus rapide et plus automatique. Et c'est comme ça que se construisent des nouvelles compétences, des nouvelles habitudes, une nouvelle identité professionnelle. Pas par la pensée positive, par l'action répétée. C'est pour ça que dans une transition, commencer petit et répété vaut infiniment mieux qu'attendre d'être prêt pour faire le grand geste. Chaque petit pas que tu fais dans la nouvelle direction, chaque conversation, chaque apprentissage, chaque décision recable littéralement ton cerveau. Tu ne te transformes pas du jour au lendemain, tu te reconstruis neurone par neurone, action par action. La troisième idée qu'on explore dans cette vidéo, la courbe du changement. Comprendre les étapes pour ne pas abandonner au mauvais moment. Il y a un modèle psychologique que je trouve indispensable pour comprendre ce qu'on traverse quand on est dans un changement, dans une transition. C'est la courbe du changement. C'est inspiré des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur le deuil et ça a été adapté depuis aux transitions professionnelles. Cette courbe dit que tout changement majeur suit une courbe prévisible. La première étape, c'est le choc ou le déni. Ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Je teste, je vois. La deuxième étape, c'est la résistance. C'est souvent là que ça devient difficile. Les doutes arrivent, on compare ce qu'on a quitté avec ce qu'on est en train de construire et l'ancien paraît soudainement plus confortable qu'on ne s'en souvient. La troisième étape, l'exploration. On commence à trouver ses marques. On fait des erreurs mais on apprend vite. On commence à voir que c'est possible. La quatrième étape, l'intégration. La nouvelle identité professionnelle, elle est installée, elle est naturelle, elle est à toi. Voilà ce que personne ne dit sur cette courbe. La plupart des gens abandonnent à la deuxième étape. Pas parce que la reconversion, le changement, la transition était une mauvaise idée, mais parce qu'ils ne savent pas que la résistance est normale, qu'elle fait partie du processus, qu'elle ne signifie pas que tu as fait le mauvais choix. Elle signifie juste que tu es en train de changer. Et le changement est inconfortable par nature. Le fait de savoir où tu en es sur cette courbe, ça change tout. Ça transforme le doute d'un signal d'alarme en information. Je suis en résistance, c'est normal, je continue. La quatrième idée, le narcissisme toxique du développement personnel, la limite de travailler sur soi. Alors ça, c'est une prise de position que j'assume complètement. Le développement personnel moderne a un gros problème. Dans sa version la plus répandue, celle des influenceurs, des programmes en ligne, des retraites bien-être, il développe une forme de narcissisme toxique. Tout est centré sur toi. Ta mission, ton épanouissement, ta réalisation personnelle, ta vie idéale, tes limites, tes traumas, tes besoins. Et quelque part dans tout ça, le monde autour de toi disparaît. En psychologie sociale, on parle de self-enhancement bias, le biais d'auto-amélioration. Notre tendance naturelle à nous focaliser sur nous-mêmes, à surestimer notre importance et à voir nos propres besoins comme centraux. Et le développement personnel dans sa forme toxique amplifie ce biais. Il te convainc que le but de ta vie est de te réaliser toi-même. Mais les recherches sur le bien-être psychologique, notamment les travaux de Martin Seligman sur la psychologie positive, montrent quelque chose de différent. Les personnes les plus épanouies ne sont pas celles qui sont le plus focalisées sur elles-mêmes. Ce sont celles qui ont trouvé un équilibre entre leur développement personnel et leur contribution aux autres. Ce qu'on appelle le flourishing, l'épanouissement complet, combine 5 éléments. Les émotions positives, l'engagement, les relations, le sens, l'accomplissement. 2 de ces 5 éléments, les relations et le sens, sont intrinsèquement tournés vers les autres. Tu ne peux pas t'épanouir pleinement dans l'isolement de ton propre développement. Une reconversion qui n'a de sens que pour toi finira toujours par sonner creux. La vraie question n'est pas juste « qu'est-ce que je veux ?», mais aussi « à quoi est-ce que je veux contribuer ?» L'équilibre entre le « je » et le « nous ». Se créer une vie pour soi et contribuer positivement au monde qui nous entoure. Avoir une vision pour sa vie et avoir une vision du monde qu'on contribue à construire. Ce n'est pas du tout contradictoire, c'est complémentaire. Et les reconversions, les transitions les plus solides, celles qui tiennent dans le temps, celles qui rendent les gens vraiment heureux, sont celles qui ont trouvé cet équilibre. Alors la 5e idée que je veux explorer avec toi, c'est l'auto-efficacité, le mécanisme psychologique derrière la confiance en soi. Il y a un concept que je veux absolument te partager parce qu'il explique quelque chose que j'ai vécu sans pouvoir vraiment le nommer à l'époque. L'auto-efficacité ou le self-efficacy, développé par le psychologue Albert Bandura. L'auto-efficacité, c'est la croyance en sa propre capacité à accomplir une tâche spécifique dans un contexte spécifique.
C'est pas la confiance en soi en général. C'est la conviction ancrée dans des expériences réelles que tu peux faire cette chose précise. Et voilà ce que Bandura a démontré. L'auto-efficacité se construit de 4 façons. La première, la plus puissante, c'est l'expérience de maîtrise. C'est faire quelque chose, réussir, même petit, même imparfaitement, et enregistrer cette réussite comme une preuve de ta capacité. La deuxième, c'est l'observation vicariante. Voir quelqu'un qui te ressemble réussir ce que tu veux faire. Pas une célébrité inaccessible, quelqu'un de réel avec un parcours qui est similaire au tien. La troisième, la persuasion sociale. Être entouré de gens qui croient en ta capacité, qui challenge, qui donnent du feedback honnête et constructif. Quatrième, l'état physiologique. Ton niveau d'énergie, de stress, de bien-être physique influence directement ta croyance en ta capacité à agir. Alors pourquoi est-ce que c'est crucial dans une transition professionnelle? Parce que quand tu changes de direction, tu pars souvent de zéro, en termes d'auto-efficacité dans le nouveau domaine. Tu étais expert, tu étais reconnu, tu étais compétent, et là tu recommences, débutant, incertain, sans aucune preuve accumulée. Et ce vide d'auto-efficacité, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les transitions font peur. Et la façon de combler ce vide n'est pas d'attendre de se sentir prêt, c'est de créer des expériences de maîtrise, aussi petites soient-elles, le plus vite possible. Parce que chaque petite réussite dans la nouvelle direction, c'est une brique d'auto-efficacité. Et les briques s'accumulent. Jusqu'au jour où tu regardes en arrière et tu réalises que tu as construit quelque chose de solide, sans t'en être rendu compte. C'est exactement ce que j'ai vécu. À chaque défi, je trouvais une solution. Et chaque solution devenait une preuve que je capitalisais, qui renforçait ma confiance, qui rendait le défi suivant un peu moins intimidant. Et ce cercle vertueux, il ne démarre que si tu commences. Alors la 6e et dernière idée, c'est passion plus stratégie plus système. C'est la trinité que personne ne te présente ensemble. Et c'est la dernière idée, mais c'est aussi la plus pratique. Il y a 3 choses qu'on te dit souvent séparément dans la transition pro. Suis ta passion et une stratégie, crée des systèmes. Mais presque personne ne te les présente ensemble, comme une trinité indissociable. La passion sans stratégie, c'est de l'énergie qui tourne dans le vide. Tu travailles dur, dans toutes les directions, sans traction. La stratégie sans passion, c'est de l'exécution sans carburant. Tu avances méthodiquement, mais tu t'épuises parce que rien ne t'anime vraiment. La passion et la stratégie sans système, c'est une voiture avec de l'essence et une destination, mais sans moteur. Tu veux aller quelque part, tu sais où, mais tu n'as pas le mécanisme pour y arriver de façon reproductible. En psychologie organisationnelle, on parle de système d'autorégulation, notre capacité à planifier, monitorer et ajuster nos comportements vers un objectif. Les personnes qui réussissent leur transition ne sont pas celles qui avaient le plus de passion, ce sont celles qui combinaient les 3. Une direction qui leur appartenait vraiment, la passion, une compréhension claire de comment y arriver, la stratégie, des habitudes et des processus quotidiens qui les faisaient avancer, même les jours sans motivation, les systèmes. Concrètement, ça ressemble à quoi? La passion, c'est la réponse à pourquoi, ce qui te lève le matin, ce qui te donne du sens à l'effort. La stratégie, c'est ta réponse à quoi? Quel marché, quelle offre, quel positionnement, quels objectifs mesurables en 90 jours. Les systèmes, c'est ta réponse à comment chaque jour. Quelles actions tu fais systématiquement, pas quand tu en as envie, mais parce qu'elles font partie de ta routine. Et ces 3 éléments ensemble, c'est la différence entre une belle idée de transition ou de reconversion et une reconversion qui se concrétise vraiment. On parle de reconversion, de transition, comme si c'était un événement, un moment précis où tout bascule. Mais ce que j'ai compris à travers mes propres transitions et à travers les gens que j'ai accompagnés, c'est que la transition, la reconversion, c'est un processus biologique autant que professionnel. Ton cerveau se recable, lentement, progressivement, à chaque action. Ta confiance se construit, brique par brique, à chaque petite réussite. Ton identité professionnelle se reconstruit, couche par couche, à chaque décision qui t'appartient vraiment. Et pendant ce processus, il y a des jours où tu ne verras aucun progrès. Des jours où tu te demanderas si tu as fait le bon choix. Des jours où l'ancien, avec son confort, son salaire, son titre, te semblera soudainement beaucoup plus raisonnable. Ces jours-là ne signifient pas que tu as tort, ils signifient que tu es humain et que tu es exactement là où tu devrais être sur la courbe du changement. La transition, la reconversion ne révèle pas qui tu dois devenir, elle révèle ce que tu es capable d'être. Et cette personne, celle qui émerge quand tu arrêtes de suivre le script des autres, elle est presque toujours plus capable, plus résiliente, plus intéressante que celle que tu croyais être. Mais tu ne le sauras qu'en commençant.
Alors je te propose, de nouveau comme toujours, 3 choses concrètes avant de fermer cette vidéo. La première, identifie où tu en es sur la courbe de changement. Choc, résistance, exploration, intégration. Pas pour te juger, pour te situer, pour savoir ce dont tu as besoin maintenant. La deuxième, identifie une expérience de maîtrise que tu pourrais créer cette semaine. Une action concrète dans ta nouvelle direction, aussi petite soit-elle. Un appel, une inscription, une conversation, un prototype. Quelque chose qui va créer une première preuve de ta capacité. La troisième, pose-toi ces 2 questions par écrit. Qu'est-ce que je veux construire pour moi? Et à quoi est-ce que je veux contribuer pour les autres? Les 2 raisons ensemble, c'est le début de ta boussole. Et si tu veux un cadre pour transformer ces réflexions en actions concrètes et progressives, j'ai créé quelque chose pour toi. Un parcours gratuit de 30 jours pour reprendre la direction de ta vie professionnelle, construit sur les mêmes principes psychologiques dont on vient de parler. Une action par jour, à ton rythme. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelque chose que tout le monde ressent, mais que personne ne formule clairement. La différence entre vivre pleinement et vivre confortablement. Et pourquoi tu n'es pas obligé de choisir. À très vite. Bye.